Nous allons voir ensemble donc la place ou bien l'impact de la dysbiose. Maintenant que vous êtes un petit peu familiarisé avec la terminologie qu'on utilise en matière de microbiote intestinal, donc sa place dans le diabète. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les définitions et les terminologies. Donc là, juste pour rappeler que ce microbiote intestinal qui nous habite est un ensemble, c'est immense, c'est 100 000 milliards. Ça diffère en fonction de la localisation, en fonction de l'âge, en fonction des périodes de vie d'un même individu. Et c'est surtout, je veux souligner que ça constitue un vrai espace métabolique intégré au écosystème intestinal. Et comme ça a été bien dit, c'est notre deuxième cerveau, ou actuellement considéré comme organe à part entière. Alors en eubiose, c'est-à-dire en état de santé, tout va bien. Donc nous avons bien une balance, donc une régulation homéostatique par rapport au phénomène inflammatoire. Mais en cas de maladie, nous avons donc cette balance qui va pencher du côté de l'inflammation et donc on assiste à cette fameuse dysbiose. Alors, en matière de chiffres, donc c'est aussi un petit rappel, juste un petit peu pour souligner l'immensité de ce microbiote et les fonctions qu'il fait, en fait, n'en sont pas moindres. Donc, 1,5 kg à 2 kg, 100 000 milliards. En matière de génome bactérien, c'est 3,3 millions de gènes bactériens et c'est 150 fois plus que le génome humain. Alors la culture, en fait, il n'a pas livré tous ses secrets, effectivement, parce qu'on est arrivé jusqu'au jour d'aujourd'hui à cultiver uniquement 22% et le plus gros reste encore à explorer, comme vous le voyez bien. C'est une empreinte qui est particulière à chaque individu, sorte de code à barre. Et professeur Heikel a parlé d'entérotype, donc on commence à parler d'entérotype comme le cas des groupes sanguins. Donc c'est vraiment très particulier et très personnel. Les grands phyla, donc les grandes diffusions du microbiote intestinal, eh bien, sachez qu'il y a les firmicutes, les bactéroïdètes, les firmicutes qui constituent la majeure partie, donc 60 à 80%, suivis par les bactéroïdètes, donc 20% à peu près, et en moindre proportion les actinobactéria. Alors, 3 grandes fonctions de ce microbiote intestinal rapidement. La défense de l'hôte, donc en renforçant la barrière intestinale, donc c'est l'effet barrière quand toute agression extérieure, qu'elle soit infectieuse, stress, inflammation, etc. Deuxième grande fonction, c'est l'orientation de la réponse auto-immune. Donc après l'exposition à un antigène, donc nous avons donc l'activation des lymphocytes T et puis nous avons l'orientation vers l'une ou l'autre des voies d'auto-immunité. Troisième grande fonction, c'est la fonction métabolique et c'est le sujet d'aujourd'hui. En fait, sa capacité métabolique, la capacité métabolique de notre microbiote intestinal est assimilée à celle du foie. Oui, parce que ce microbiote effectue des fonctions que notre organisme ne possède pas, donc telles que l'hydrolyse des polyosides végétaux, la production d'acides gras à chaîne courte, tout ce qui est butyrate, acétate, propionate, etc., qui sont très importants pour notre métabolisme, les vitamines telles que la vitamine B, des enzymes qui détoxifient les xénobiotiques, et j'en passe, et aussi un rôle dans la régulation de l'appétit et le stockage des lipides. Alors ça, c'était résumé juste sur ce schéma, donc je vais passer rapidement. Donc la grossesse, vous voyez que le mode d'accouchement, l'allaitement maternel, le génétique background, le mode de vie et tout ça, ça conditionne notre microbiote intestinal et sa composition et les fonctions dont nous avons parlé. Alors la question à laquelle je voudrais, en fait, j'ai essayé de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que le microbiote a une place ou bien un impact, est-ce qu'il intervient dans le développement du diabète de type 1 ? Alors j'ai cherché un petit peu dans la littérature, j'ai trouvé des choses très intéressantes, j'ai appris pas mal de choses en regardant cela. Eh bien, chez les patients diabétiques de type 1, on a constaté qu'ils ont un microbiote qui est moins diversifié et moins stable que les sujets contrôle. Alors, en état d'eubiose, de normalité, nous avons les firmicutes
qui représentent les 2/3, et les bactéroïdètes, donc le 1/3. En cas de diabète, en cas de dysbiose, eh bien c'est l'inverse, et c'est les bactéroïdètes qui prennent le dessus. Chez les enfants en prédiabète, là aussi, le même constat a été retrouvé. Et on a aussi retrouvé c'est-à-dire des proportions très très basses de certains firmicutes qui ont en fait, des fonctions, ou bien qui sécrètent des substances anti-inflammatoires telles que le Faecalibacterium prausnitzii, qui a aussi un rôle très important en matière de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et d'autres pathologies. Alors, concernant toujours le diabète de type 1, vous le savez mieux que moi que les lésions pancréatiques sont dues à une réaction d'auto-immunité déclenchée par un auto-antigène. Là, j'ai retrouvé dans la littérature qu'il y avait quand même des antigènes alimentaires qui pourraient déclencher donc, le diabète de type 1. Eh bien, des enfants américains et finlandais ont été c'est-à-dire suivis, ont été examinés, ils ont été nourris au lait bovin et au gluten tôt dans leur vie. Et on a constaté chez ces enfants-là qu'il y avait des phénomènes d'auto-immunité très importants au niveau des cellules bêta du pancréas. On a trouvé aussi, chose très intéressante, les anticorps anti-bêta-caséine à des titres élevés au moment du diagnostic du diabète de type 1 et du diabète latent chez les adultes. Aussi, un régime riche en gluten donc, favorise la dysbiose, augmente la perméabilité intestinale et entraîne une migration des cellules dendritiques au niveau du pancréas pour aller détruire ces cellules bêta du pancréas et d'un autre côté activer les cellules, les lymphocytes T pour la production d'auto-anticorps. C'est ce qui est résumé sur ce schéma. Donc vous voyez bien donc là le mécanisme, le gluten, le bêta-caséine, nous avons une augmentation de la perméabilité intestinale. Les cellules dendritiques activées migrent dans le pancréas, vont détruire les cellules bêta. Et puis, vous avez aussi l'activation des cellules T qui vont produire des auto-anticorps. Et là, vraiment, il faut qu'on se pose plein de questions à ce sujet-là. Le lait, le gluten, qu'est-ce qu'on doit faire à cet égard-là? Et là, c'est un appel qui est lancé normalement aux nutritionnistes, aux endocrinologues, gastro-entérologues pour travailler ensemble pour élucider donc ce sujet-là. Alors, une équipe belge, là, par exemple, donc, avait proposé d'introduire le gluten entre 3 et 7 mois après la naissance pour justement diminuer le risque du diabète de type 1. Alors, dans le diabète de type 2, est-ce qu'il y a en fait un impact de la dysbiose sur le développement du diabète de type 1? La réponse est oui, là aussi. Le microbiote, il a un rôle clé dans le déclenchement et de l'inflammation et de l'insulinorésistance via la translocation des bactéries et surtout des composés bactériens qui sont toxiques, les lipopolysaccharides. Alors ces lipopolysaccharides sont des molécules en fait pro-inflammatoires qui sont produites continuellement par le microbiote intestinal et qui sont dont l'absorption est augmentée par l'ingestion de lipides alimentaires. Et donc un nouveau concept est apparu, c'est celui d'ontotoxémie métabolique lorsque nous avons donc cette augmentation des LPS plasmatiques. Chose aussi, notion importante, c'est que l'obésité et le diabète de type 2 sont associés à une inflammation chronique de bas grade. Donc là aussi, c'est une notion qu'on doit garder en tête. Donc là, ça illustre ce que je viens de dire concernant donc la dysbiose, donc l'alimentation riche en lipides, dysbiose, et nous avons donc tous ces phénomènes, l'augmentation de la perméabilité intestinale par l'élargissement des jonctions, la cascade de l'activation des lymphocytes T, et puis la libération des cytokines inflammatoires, notamment le TNF-alpha et d'autres interleukines, qui vont entraîner cette inflammation systémique de bas grade et donc la dysfonction métabolique et le diabète de type 2. Donc là, j'ai mis ça, c'est pratiquement la même chose, mais c'est juste pour souligner qu'il y a aussi le diabète, qu'il y a à côté du diabète et de l'obésité, d'autres maladies, là où il y a cette inflammation de bas grade, c'est le cancer et les maladies cardiovasculaires, et qui sont aussi
la genèse ou le résultat de ce process. Alors voilà, les LPS donc, ne concernent pas uniquement, n'ont pas un impact négatif uniquement sur le tissu adipeux ou le pancréas ou le foie, mais aussi sur le cerveau, le cœur, le muscle et les vaisseaux. Et là, vous voyez donc la liste des anomalies et des désordres qui peuvent être générés. Alors l'autre question, est-ce qu'il y a des souches en fait, bactériennes qui sont sous-représentées en cas de diabète? Alors là, en fait, cette étude qui a été faite en 2017 donc, a relevé un certain nombre de bactéries, mais il a mis en avant une bactérie, l'Akkermansia mucinifila. Pourquoi? Parce qu'elle est très abondante dans le microbiote intestinal. Et si on veut voir vraiment ce qui se passe chez un patient diabétique, au lieu de séquencer tout son microbiote, il faut chercher un outil qui est reproductible, qui est facile. Donc on est allé voir cette Akkermansia mucinifila dont on parle beaucoup ces derniers temps. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. C'est la bactérie vedette. Eh bien, comme je vous l'ai dit, elle est très abondante dans le microbiote intestinal. Elle diminue le développement de l'obésité causée par un régime hyperlipidique ainsi que le diabète chez la souris. Elle aurait un effet protecteur aussi contre l'athérosclérose. Alors voici en microscopie électronique un bar, un micromètre. Et donc une équipe belge de Patrice Cani, en fait, elle a isolé, elle a essayé un petit peu dans l'optique d'appliquer ça en pratique clinique. Donc, elle a isolé par génie génétique une protéine membranaire de cette bactérie-là. C'est la MUC 1100. Et elle a trouvé que chez la souris, ça donne le même effet que Akkermansia mucinifila, c'est-à-dire elle diminue le gain du poids et de masse grasse, diminue l'hypercholestérolémie, corrige l'intolérance au glucose, mais la propriété de diminuer l'hypertriglycéridémie était propre à la bactérie pasteurisée ou vivante, bien sûr chez la souris. Alors ce schéma donc, représente un petit peu ce que je vous ai dit. Donc lorsque Akkermansia est vraiment en nombre normal. Vous voyez la couche de mucus, comment elle est vraiment épaisse. Et vous avez une barrière qui est bien protégée. Donc, il n'y a pas d'agent pathogène qui rentre. Il n'y a pas de cascade LPS et inflammation. Donc, nous avons la minceur et la bonne santé et l'homéostasie glucolipidique et énergétique. Par contre, lorsque nous avons un déficit de cette bactérie-là, vous voyez la couche, comment elle est amincie, perméabilité augmentée, inflammation, obésité et donc une rupture de cette homéostasie. Donc en d'autres termes, c'est ça, c'est une coupe qui est zoomée du mucus, de la barrière intestinale. En fait, en préparant ce topo, je me suis dit quand même, il faut que je regarde côté motilité intestinale chez le diabétique parce que ça vous embête, ça nous embête en tant que gastro-entérologue. Je voulais savoir s'il y avait quand même un impact du microbiote à ce sujet-là. Comme vous le savez, donc les patients diabétiques peuvent avoir des troubles du tube digestif haut, comme la dyspepsie, par un retard de vidange gastrique, ou bien du tube digestif bas par la diarrhée, la constipation, l'alternance des deux, ou bien alternant avec un transit qui est normal. Alors les mécanismes, en fait, concernant l'intervention du microbiote à ce sujet-là, les mécanismes sont très complexes. Ce n'est pas uniquement une intervention par la quantité, mais aussi par des communications, comme ça a été dit, donc par ce fameux gut-brain axis, donc la communication avec le système nerveux central via le vague, les afférences sensorielles, mais aussi les neurotransmetteurs qui sont donc sécrétés par le système nerveux entérique sous l'influence du microbiote, GABA, sérotonine, etc. Et d'autres substances neuroendocrines, parce que comme vous le savez bien, il y a des cellules neuroendocrines tout au long du tube digestif, les cellules K au niveau du duodénum jéjunum et L au niveau de l'iléon. Il y a donc la sécrétion aussi de ces hormones incrétines, qu'on appelle les hormones incrétines, le GLP1 surtout, qui intervient dans le diabète de type 2. Alors voici un petit peu schématiquement ce que c'est, donc surtout le gut-brain axis et les neurotransmetteurs, l'intervention du système neuroentérique.
Et ma dernière partie, en fait, c'est concerne la modulation du microbiote intestinal. Est-ce qu'on peut agir sur le microbiote intestinal? Bien sûr, oui. Alors, par quoi? Par la modification du comportement alimentaire, les probiotiques, les antibiotiques et la transplantation fécale. Alors, concernant le régime alimentaire, donc, comme ça a été fait dans cette étude paru dans Nature en 2006, donc les sujets obèses ont été soumis à un régime amaigrissant, eh bien, le résultat est très satisfaisant. Donc, ils ont pu un petit peu normaliser ce fameux ratio firmicute-bactéroïdète. Donc, l'effet du régime est là, est palpable. Les prébiotiques, donc, ce sont les substances en fait, non digestibles qui permettent donc, à certaines souches bactériennes de florir et de se multiplier. Je donne l'exemple de l'inuline et des galacto-oligosaccharides qui favorisent la croissance des bifidus, par exemple, et l'oligofructose, polyphénol, qui permettent donc la croissance de cette fameuse Akkermansia mucinifila, qui est la vedette. Alors, les probiotiques, là, je passe pour la définition, vous le savez bien. Alors, ce qui a été étudié en matière de diabète, c'est lactobacillus, les bifidos, l'Archemansia et le Faecalibacterium prausnitzii. Donc, tous les effets bénéfiques de ces probiotiques-là. Et là, je vous montre les essais cliniques qui ont été faits à ce sujet-là, ce qui montre effectivement qu'il y a un impact sur la diminution de l'insulinorésistance, de la glycémie, surtout avec une souche Lactobacillus rhamnosus et certaines bifidobactéries. Ça, c'est des essais cliniques qui ont été faits chez l'homme. Voilà, je passe pour l'animal. Alors, la transplantation fécale, un mot. Donc, la transplantation fécale, c'est une technique qui commence à se répandre en matière de restitution du microbiote intestinal quand il est perturbé. Alors, il est validé actuellement en cas d'infection à Clostridium difficile récidivante. Mais aussi, il a été en fait validé par des essais contrôlés randomisés concernant l'obésité, concernant l'insulinorésistance et le diabète de type 2. Alors, voilà. Là, c'est une étude donc, qui a montré l'efficacité de la transplantation fécale. Et puis là, je ne voulais pas terminer sans parler quand même de la metformine que vous utilisez largement. Eh bien, j'ai trouvé que cette metformine est là son mot à dire concernant non seulement l'équilibre glycémique, mais aussi elle a un impact sur le microbiote en augmentant Akkermansia mucinifila et peut-être les effets que vous récoltez dans votre pratique clinique qui sont dus justement à la multiplication et à la modification du microbiote. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion en disant que le microbiote, il est acteur indéniable dans le syndrome métabolique et le diabète de type 1 et 2. La modulation est possible parce qu'on vient de dire, donc l'alimentation pauvre en lipides et glucides non digestibles, les probiotiques, mais c'est à l'avenir pour ce qui est de l'application pratique. On n'a pas encore vraiment des complexes microbiotiques bien définis. Les prébiotiques, oui, c'est l'alimentation, c'est l'inuline, c'est tout ce qui est là où il y a de l'inuline et les polyphénols. La transplantation du microbiote fécal, ça commence à se répandre et à être validé. Et puis cette bactérie vedette, l'Akkermansia, ou sa protéine membranaire, qui fera l'avenir des probiotiques en matière de diabète et de maladies métaboliques. Je vous remercie.